Bonjour, dans ce nouveau numéro d'Artécase, je vais vous emmener à la découverte d'une résidence de charme située à l'extrémité du Cap Corse, dans un endroit magique où règne une ambiance de bout du monde avec ses schistes bleutés battus par les flots et cet environnement très boisé. Le bois est justement le matériau de cette fantastique construction qui mêle à la fois des lignes très contemporaines avec ce style si particulier des villages du nord de l'île. J'en suis persuadée, vous allez vous aussi tomber amoureux de ce petit coin de paradis, de ce havre de paix et de bonheur bien dissimulé dans ce paysage grandiose et sauvage du Cap Corse. Lorsqu'on se trouve à la pointe de l'île, on ne se sent plus tout à fait en Corse. On est au bout d'une longue presqu'île qui s'avance dans la mer, sauvage, austère, mystérieuse. Le Cap Corse est une entité à part, un paysage très maritime où règne une atmosphère de bout du monde. On se sent loin de la civilisation. Il y a quelques années, un couple de Cap-Corsans décide de créer dans cet environnement assez farouche un havre de quiétude et de grâce destiné à ceux qui voudraient s'échapper un temps du monde moderne, cherchant le calme et la sérénité. Ils font alors l'acquisition d'une demeure en pierre dans le village de Tomine, sur les hauteurs de Maginaggio, et s'adressent à l'architecte bastien Hervé Ghirlanda pour concevoir une véritable petite résidence de charme. Il souhaite une structure à dimension humaine, à la fois très confortable et raffinée, mariant avec élégance les exigences d'un confort luxueux à la nécessité de respecter l'identité même de cet écrin de nature qu'est le Cap Corse. Hervé Ghirlanda est d'emblée séduit par ce projet architectural qui s'annonce passionnant. L'endroit est sublime, avec un caractère très fort, et l'architecte sait qu'il doit innover pour arriver à concilier les attentes des propriétaires avec les contraintes de ce lieu magique à forte personnalité. Cela est d'autant plus vrai que l'on ne bâtit pas une maison d'hôte de la même manière que l'on réalise sa résidence principale. L'hôtellerie possède ses propres problématiques. Surtout, la charge environnementale est une question cruciale, car la structure doit impérativement parfaitement s'intégrer dans le paysage, sous peine de ne pas être autorisée. Le défi était donc grand, mais comme vous allez le voir, loin d'être insoluble, pour peu que les solutions envisagées fassent la part belle à l'innovation et à la créativité. Hervé, lorsque le propriétaire de l'hôtel vous a sollicité pour construire cet établissement, j'imagine qu'il a fallu relever plusieurs challenges. Quel était votre ressenti quand vous êtes arrivé sur ce site la première fois? Alors, pour la première fois, si vous voulez, je dirais que la magie a opéré immédiatement. Elle a opéré immédiatement, pourquoi? Parce que nous avons un terrain entouré d'arbres, entouré de végétaux qui sont quand même très présents dans le site. Et puis, nous sommes à la pointe du Cap Corse, c'est-à-dire que nous sommes dans un endroit où le climat est très violent, mais où le terrain dégage un très fort caractère. Et j'imagine qu'il y a différentes problématiques quand on construit un hôtel et lorsque on construit une maison de particulier. Oui, complètement. On n'habite pas un hôtel, on séjourne dans un hôtel. C'est-à-dire qu'on y passe une journée, 2 jours, une semaine. Ça reste un passage éphémère. Donc l'architecte, quand il conçoit ces espaces-là, il a plus de liberté, il s'amuse un peu plus, il se permet beaucoup plus de choses que s'il avait à concevoir un espace d'habitat. Puisque construire une maison, c'est rentrer dans l'intimité des gens, c'est mieux les connaître pour pouvoir satisfaire à leurs demandes et pour pouvoir créer des espaces qui leur correspondent. Alors qu'un hôtel, pas du tout. Un hôtel, dans un espace plus petit, on rassemble des fonctions différentes, la chambre, un petit salon, un petit bureau, etc., etc. On s'amuse beaucoup plus. Et puis, un hôtel, c'est un lieu de passage de plusieurs types de populations. Ça n'a rien à voir. Ça reste quand même un endroit où l'on doit faire rêver les gens, où il doit y avoir une notion de bien-être. Alors pour revenir à cet hôtel, Hervé, comment avez-vous procédé pour bâtir cet établissement? Alors, au tout début, si vous voulez, il y avait sur ce terrain une bâtisse. Nous avons conservé le soubassement de cette bâtisse qui est magnifique avec des arcades en pierre et puis
nous avons enlevé le haut. Mais dans la notion de parcours, dès que je suis rentré sur ce terrain-là, la bâtisse crée un écran, d'accord, et masquer le paysage. Et j'ai voulu conserver cet effet de surprise dans la création de cet hôtel. C'est pour ça que quand on arrive dès l'entrée de l'hôtel, dès l'entrée du terrain, on a ce masque-là, oui. D'accord, et on découvre le paysage, on laisse cet effet de surprise aux gens une fois qu'ils ont traversé la porte d'entrée. Et en ce qui concerne les modules que vous avez reproduits, oui. C'est l'inverse de ce que l'on fait dans une maison de particulier. Alors oui, si vous voulez, en fait ces modules-là ont pris naissance suite à la visite, je dirais, du village de Tomine, oui. Et suite à la découverte de cette tour carrée. À partir de là, je me suis amusé à regarder, vu du ciel, l'impact de la tour carrée, et je me suis aperçu que finalement, elle faisait face à une petite chapelle, un rectangle, et entre ces deux éléments, entre le carré et le rectangle, il y avait un vide. Et j'ai conçu mes modules de cette façon-là. La terrasse correspond au carré, le vide à l'espace intermédiaire, et le rectangle est ni plus ni moins que ma chambre. Lorsqu'on conçoit une maison d'hôte, on imagine forcément une structure composée de modules reproduits à l'identique et qui correspondent aux différents espaces locatifs, chacun comprenant la chambre et les commodités. Pour dessiner ces modules, Hervé s'est donc inspiré du patrimoine médiéval du village de Tomine, en particulier ses tours seigneuriales. S'il a construit une structure très contemporaine, les volumes et les lignes de son édifice rappellent sans conteste l'architecture médiévale, massive et rectangulaire. La silhouette même du bâtiment évoque la terrasse crénelée qui coiffe la tour moyenâgeuse. Le contemporain se marie alors à merveille avec le médiéval en faisant écho à son style massif et ajouré, tandis que les volumes utilisés reproduisent en miniature ce qui délimite l'ensemble tour-chapelle. Ces tours seigneuriales sont coiffées d'une terrasse qui surplombe l'édifice. Les corbeaux qui soutiennent ce mâchicoulis dessinent une rangée de lignes verticales à l'intervalle régulier que la course du soleil anime. L'ombre et la lumière sculptent le relief de ces architectures médiévales en leur insufflant la vie. Et c'est ce procédé ingénieux qui a inspiré Hervé lorsqu'il a dessiné la demeure. Parce qu'il a tenu compte de ces lignes et en a recopié le principe, il a créé une œuvre qui s'inscrit dans la continuité de l'existant, qui forme corps avec le patrimoine historique du village. Mais pour que l'insertion soit véritablement réussie, il fallait aussi que cette résidence s'intègre dans la végétation environnante sans rompre l'harmonie du lieu. Et cela apparaît d'autant plus capital que le bâtiment domine la baie de Maginaggio et peut en conséquence se voir de très loin. Hervé n'a pas cherché totalement à camoufler son œuvre, à l'effacer du paysage. Il a choisi de l'intégrer à la nature par les matériaux et les couleurs utilisées afin de créer une harmonie de textures et de teintes. Le bois qui compose la structure est assez sombre, arborant des tons grisés qui correspondent à ceux des arbustes du maquis corse. Il est volontairement laissé brut de vernis pour qu'il conserve un aspect naturel et se patine doucement. Les garde-corps qui ceinturent les terrasses et la piscine sont traités pour épouser la couleur de la rouille et ainsi respecter une harmonie d'ensemble. Chaque détail est soigné afin qu'aucun élément ne tranche dans le paysage et vienne accrocher négativement le regard. On voit bien les créneaux d'ici, Hervé. Vite plein, vite plein, vite plein. 4 créneaux. 4 créneaux, oui. En fait, si vous voulez, je ne pouvais pas utiliser le même nombre de créneaux que l'on trouve sur la tour carrée. La tour carrée a d'autres proportions, a d'autres dimensions. Bien entendu, dans cet espace plus petit, je n'ai pas pu travailler les mêmes proportions. C'est pour ça que l'on se retrouve uniquement avec 4 unités, mais qui jouent avec l'ombre et la lumière et qui donnent simplement un zoom sur l'effet créneau. Alors Hervé, moi quand je suis arrivée ici dans cet hôtel,
C'est vrai que j'étais assez surprise par son style contemporain. C'est vrai. On est dans un paysage fort, au nord de l'île, dans un village typique. Oui. Et pourtant, cet hôtel ne dénature pas le paysage, mais c'est quand même un pari osé. Alors, c'est vrai que c'est un pari osé. En fait, si vous voulez, j'ai eu la chance de rencontrer Rudy Ricciotti. Ça a été un des intervenants à l'école d'architecture de Marseille en dernière année, l'école d'archi. Et c'est un architecte qui est avant tout provocateur, qui est talentueux, avec une grande sensibilité. Il ose, j'allais dire, oser. Mais il ne travaille pas, si vous voulez, son architecture d'une manière gratuite. Quand il conçoit un projet, il est audacieux. Et l'audace, c'est d'arriver à créer quelque chose d'extraordinaire avec une certaine harmonie. C'est ce que j'ai voulu faire en concevant ce projet-là, en ayant, si vous voulez, une certaine sensibilité, mais sortir du commun. Comme dirait Rudy Ricciotti, il ne faut pas fabriquer des lieux communs. C'est le cas? C'est le cas. Elle est chaude, l'ORV, non? Oui. Alors, vous voyez, la piscine, elle a été vraiment conçue face à la mer, bien entendu, mais avec une teinte spécifique, de façon à ce que quand l'on se trouve à l'intérieur de la piscine, finalement, il y a une continuité de couleurs entre l'eau de la piscine et la mer. Et là, on offre aussi un esprit de reposant et une certaine zénitude. Ça fait envie? Oui. Chaude. En choisissant de nous parler de Rudy Ricciotti, Hervé se fait le promoteur d'une architecture résolument inventive, contraire à toute tentative d'harmonisation planétaire, d'universalité des modes et des styles. Car c'est bien ce refus d'une pensée unique, d'une soumission à des impérialismes culturels et à une dépendance technologique qui caractérise l'œuvre de cet architecte engagé et audacieux. Rudy Ricciotti défend l'idée que l'architecture doit susciter de l'émotion, doit être porteuse de sens et déclencher dans le public une lecture du monde différente. Rudy Ricciotti se présente lui-même comme un grand nostalgique de l'architecture du XIXe siècle, non pas pour ses formes, mais pour son inventivité, son énergie et ses styles aventureux. Et c'est cette force créative, insolente et courageuse qu'il essaye de retrouver dans ses œuvres. Un bâtiment est réussi lorsqu'il raconte une histoire. Il est raté lorsqu'il n'est qu'une copie de ce qu'il se fait ailleurs. Ce principe, Rudy Ricciotti l'a appliqué à la lettre dans tous ses projets, créant des architectures uniques, à la fois poétiques et insolites. Le MUSEM, à Marseille, s'impose ainsi comme un incroyable lien entre le passé historique et l'avenir de la cité, matérialisant d'un simple trait de béton une passerelle entre les rives de la Méditerranée. Le cube, tout en arabesque élégante, associe alors subtilement l'architecture massive des remparts de pierre du Fort Saint-Jean aux formes orientalistes des jeux d'ombre sur sa façade de dentelle. Les jeux d'ombre et de lumière sont également au cœur du musée Jean Cocteau, réalisé par Rudy Ricciotti à Menton en 2011. Sur ce front de mer mythique, habillé de magnifiques architectures du XIXe siècle, Rudy Ricciotti a osé le pari de l'inventivité en construisant un bâtiment très contemporain qui se veut représentatif de l'œuvre du célèbre cinéaste. Une construction mystérieuse et complexe qui intrigue par ses transparences sans pour autant se dévoiler et rend hommage à l'esthétique du noir et blanc et au délicat travail du clair-obscur si cher à Jean Cocteau. L'audace, Rudy Ricciotti l'illustre à merveille avec la réalisation du Pavillon Noir à Aix-en-Provence. Une salle de spectacle conçue pour une compagnie de danse et dont la forme cubique et la couleur noire tranchent avec l'ambiance provençale de la cité. L'architecte a ici osé habiller sa structure transparente d'une maille en béton qui compose en réalité l'exosquelette du bâtiment. Cette maille est très irrégulière, jouant avec les vides et les pleins pour créer du mouvement à l'image d'une chorégraphie. Ce projet a choqué, réunissant contre lui de nombreuses associations qui reprochaient à l'œuvre son manque d'intégration dans l'architecture urbaine.
mais il a également suscité l'engouement d'une large partie du public, sensible à la beauté de cette architecture frêle tout en mouvement et à l'histoire qu'elle raconte. Rudy Ricciotti aime à comparer l'architecture à la poésie ou à la musique, insistant sur la nécessité de sans cesse créer pour ne pas s'appauvrir, de toujours chercher à innover en insufflant liberté et conviction à ses œuvres. Finalement, Hervé, ce qui vous a le plus inspiré dans le travail de votre ancien professeur, ce n'est pas tant ses travaux, ses réalisations, mais surtout sa philosophie. Oui, tout à fait. En fait, je prendrai comme exemple le MUSEM à Marseille, qui est un bâtiment extraordinaire. C'est un bâtiment, si vous voulez, très audacieux. Pourquoi ? Parce que Rudy Ricciotti, en fait, a conçu son enveloppe à partir d'une image très forte, celle des fonds rocheux. Qu'a-t-il fait ? Il est allé numériser finalement ces fonds rocheux, il les a scannés, il les a positionnés en position verticale et à partir de là, il a utilisé le vide et le plein de cette image-là pour créer toute son enveloppe autour du bâtiment, autour du MUSEM. Et à partir de là, si vous voulez, il y a eu une forte naissance de jeu d'ombre et de lumière. Ça, c'est de l'audace. Et l'audace, pour revenir à ce projet, à cet établissement, Oui. c'est finalement le mariage entre des contraintes patrimoniales et une architecture contemporaine, Hervé. Oui, complètement. Vous avez vu le site, on est sur un site quand même qui est extraordinaire. On est dans un village qui possède 2 tours génoises. Oui. Donc c'était quand même assez audacieux de proposer ce genre d'architecture. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler sur ces esquisses-là, de côtoyer donc l'architecte des bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard, qui a été séduit par le projet parce que à la base, je lui ai expliqué la genèse du projet, qu'il était vraiment conçu en fonction des 2 tours du village et qu'à partir surtout de la tour carrée sont nés les modules et est né ce projet-là. Et Gabriel a vraiment suivi ce projet avec beaucoup d'attention. Oui. Il m'a aidé même dans la phase conception puisqu'on a travaillé ensemble certaines proportions, on les a recadrées, repositionnées et il m'a suivi jusqu'à la livraison du chantier. C'est-à-dire que jusque dans certains détails techniques au niveau de la consultation des entreprises, il était là et pendant le chantier, il s'est déplacé une fois pour venir vraiment prendre possession des lieux et surtout, j'allais dire vérifier, mais ce n'est pas le bon terme, parce qu'il y avait quand même un climat de confiance, mais surtout voir ce que ça donnait aussi en phase de chantier, puisque n'oublions pas qu'on est sur une architecture de bois, dans un site classé, c'est quand même très sensible. Et grâce à lui, je pourrais dire qu'on a pu aboutir à un très beau projet comme celui-ci. C'est un très bel hommage et aussi un détail, moi, qui me plaît énormément. Oui. Un détail audacieux, c'est ce tableau ouvert sur cette cuisine qui est absolument magnifique. C'est ça aussi une marque de confiance. Tout à fait, c'est audacieux de faire ça, puisque au même titre que l'architecte des bâtiments de France a su nous faire confiance, et grâce à cette ouverture-là, nous allons donner confiance aux futurs clients de cet hôtel en leur montrant tout. La transparence est là. C'est magnifique. Fidèle à une conception très orientale de la maison, où les espaces doivent se découvrir au fur et à mesure d'un parcours qui pose les ambiances, Hervé Guirlanda a travaillé la mise en scène de la résidence, depuis ses abords et jusqu'aux parties privatives. La première chose que le visiteur découvre est la nature environnante, composée d'arbustes, de fleurs, d'essences odorantes. Le cadre est bucolique et les senteurs subjuguent les sens. Le bâtiment surgit au milieu de cette nature en arrêtant le regard. Le visiteur fait face à un pont de mur en bois juste derrière un petit jardin d'herbes aromatiques. Un chemin l'invite à contourner le mur pour accéder à la demeure. Il passe alors devant la cuisine qui peut pénétrer du regard grâce à une large ouverture vitrée. Elle est le premier élément de la résidence qui lui est accessible. L'accueil se trouve décalé sur la façade
obligeant ce visiteur à contourner un arbuste placé majestueusement au milieu d'un parterre de galets. Cet arbuste est un agrume, un arbre qui offre aux hommes des fruits de douceur. Il symbolise la vie et trône au milieu de galets dont les lignes colorées, du sombre au blanc, évoquent la sortie des ténèbres et la progression vers la lumière. Il est l'île qui surgit de la mer. Plus loin, un escalier invite à découvrir les espaces intimes de la résidence, les chambres. Le regard s'élève vers les cieux, à peine gêné par une casquette ajourée qui protège du soleil sans bloquer la vue. Toute cette mise en scène savamment étudiée vise à poser une ambiance de détente et de quiétude. L'omniprésence du bois et des végétaux fleuris renvoie l'image d'un lieu apaisé où règne une nature à la fois généreuse et totalement domptée, transformée en un petit écrin paradisiaque. Même le détail des garde-corps participe à cet émerveillement, en reproduisant dans ces décors le feuillage des lauriers roses. L'endroit se veut un havre de paix, un cocon protecteur dans l'environnement sauvage et farouche de ce morceau de Corse battu par les flots qu'est le Cap Corse. L'escalier qui conduit aux chambres ne débouche pas sur un couloir obscur, mais sur une passerelle qui surplombe le chemin que l'on vient de découvrir. Elle repose sur des corbeaux un peu à la manière de ces machicoulis qui prolongent les remparts des constructions médiévales. Elle offre surtout un autre point de vue sur ce que l'on connaît déjà, une vision plus aérienne de la végétation qui nous accueille, mais ne dévoile rien de ce qu'il nous reste encore à découvrir. Je retrouve là une idée chère à Hervé, celle que la beauté ne doit pas être accessible au premier regard. Il faut s'imprégner d'un lieu, d'une ambiance, franchir des étapes, se laisser conduire et préparer ses sens à l'émerveillement final. Comme il nous l'a dit au début de la visite, c'est la vue à couper le souffle sur Magina Giuessa Baie qui est le plus bel atout de cette maison, et donc le point d'orgue obligé de son cheminement. Et il a conçu son bâtiment pour retarder au maximum la découverte de cette vue somptueuse, créant un parcours qui met en lumière les autres atouts du lieu. Lorsqu'on entre dans la chambre pour la première fois, on passe rapidement sur son mobilier assez sobre car on est attiré par cette vue fantastique qui se dévoile enfin au bout du cheminement. Le regard est attiré vers la lumière et l'on se précipite à l'extérieur goûter ce bonheur annoncé et qui s'est tant fait désirer. Ce n'est que dans un second temps que l'on découvre le module conçu par Hervé. La chambre, les commodités et la terrasse dans le prolongement du lit. L'ensemble s'articule, comme il nous l'a expliqué, en 3 parties distinctes qui s'étendent depuis la colline vers la mer. Le premier espace est un rectangle fermé adossé à la colline. On y trouve à l'intérieur les commodités tout de suite en entrant et la chambre à coucher dans leur prolongement. Les espaces sont assez réduits, le mobilier est simple et le style plutôt épuré. Mais il règne dans ce petit cocon une atmosphère de bien-être, renforcée par les couleurs très harmonieuses de la chambre et dont les teintes rappellent le bois et la nature environnante. Tandis que sur le côté du lit, un mur bleu un peu sombre évoque directement la mer qui s'offre au regard.
Au sortir de la chambre, par l'unique baie vitrée, on se retrouve dans une zone à ciel ouvert qui fait en quelque sorte office de solarium. Puis on entre dans un espace très intime, un petit cube de bois protecteur, en éprouvant ce sentiment extraordinaire d'être à la fois isolé et privilégié, oubliant totalement l'existence même de la résidence où l'on se trouve et la proximité des autres chambres. C'est magnifique, Hervé. Oui, tout à fait. C'est vraiment un endroit magique, extraordinaire. Quand on se trouve sur cette terrasse-là, on comprend bien finalement la transition qu'il y a entre ce volume fermé qui est la chambre, cet espace intermédiaire, cet espace vide qui va être la liaison entre le plein, le vide et cette terrasse constituée d'une architecture ajourée de bois. Grâce à cette terrasse-là, nous allons pouvoir mettre en scène le paysage, cadrer la vue, mais surtout, nous allons pouvoir, à l'intérieur de cet espace, créer une ambiance très zen, une ambiance très reposante, très calme. C'est très intimiste en fait ici. Oui, complètement, complètement. Quelle vue sur Maginot, Hervé. Ah, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Hervé, vous parliez du bois. Oui, J'imagine que ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix à la fois paysager et historique. oui, complètement. En fait, si vous voulez, le choix du bois, au-delà de sa légèreté qui permet vraiment de régler certains problèmes, on a vraiment pris dès le départ conscience que nous sommes dans un environnement magnifique. Nous sommes dans un écrin de végétation et il fallait, grâce à ce matériau-là, pouvoir se marier parfaitement avec ce paysage, créer une osmose entre l'architecture, l'environnement, la mer que l'on a face à nous. Et à partir de là, l'arrivée du bois s'est fait plutôt d'une manière très naturelle dans la conception de ce projet. J'imagine que quand on travaille le bois, Hervé, on a des problématiques différentes que si l'on travaille la pierre ou le béton. Oui, tout à fait. Vous avez raison, Sophie, puisque en fait, ce sont des matériaux totalement différents. Ce sont des matériaux qui s'opposent déjà de par leur texture, de par leur densité. On a un matériau, le béton ou la pierre, qui est vraiment très lourd. On a un matériau, le bois, qui lui a une densité beaucoup plus faible, mais aussi a une texture qui permet d'accrocher différemment la lumière. Quand l'on conçoit un bâtiment en pierre, on raisonne d'une certaine façon. Quand l'on conçoit un bâtiment en bois, on pense différemment. Mais l'on pense surtout à l'insertion dans le paysage qui va se faire d'une manière vraiment plus poétique qu'avec le béton. Et est-ce que vous vous êtes inspiré des pays du nord de l'Europe qui utilisent traditionnellement le bois? Alors, non. Par contre, j'ai beaucoup lu sur ces architectures scandinaves. Mais nous sommes en Méditerranée, nous sommes dans un pays, dans une région où le climat est totalement différent, où le climat est beaucoup plus violent que dans ces pays-là, ces pays du Nord. En fait, je me suis plutôt inspiré de l'évolution de l'architecture du bois en tenant compte de ces mouvements, c'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée des Américains, des soldats américains, il y a eu les congés payés et il y a eu le code de la route. Hervé, je vous avouerai ne pas voir le rapport entre le débarquement américain, le code de la route et la construction en bois. Alors, vous allez voir, c'est très simple. En 1936, il y a eu les congés payés pour tout le monde. Malheureusement est arrivée la guerre de 39-45 et les Américains ont envoyé leurs soldats chez nous en France. Il a fallu loger ces soldats. Il a fallu créer des habitations éphémères, des habitations qui ne durent pas dans le temps, mais par contre des habitations transportables. Et le bois est arrivé. Pourquoi le bois? Parce que on aurait pu utiliser le métal, c'est un matériau léger aussi, sauf que en période de guerre, l'armée avait réquisitionné le métal pour fabriquer les obus, les avions, les tanks, etc. Ouais. Donc naturellement, le bois est arrivé dans la construction de ces baraquements. Ensuite, à l'après-guerre, il a fallu loger les sans-abri. Et le gouvernement a missionné à l'époque un architecte, Jean Prouvé, pour créer des modules transportables, mais surtout des modules capables d'être montés sur site
en 3 ou 4 jours par 3 ou 4 personnes. Alors Jean Prouvé a créé des modules de 6 par 6, des modules de 8 par 8, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'utilisation dans le temps de son travail. Vient ensuite les années 60, Le code de la route. 50 et le fameux code de la route et les congés payés, puisque à cette époque-là, les gens ont décidé de quitter leur habitat, de partir à la mer, d'aller voir ailleurs pour se sentir bien. À l'époque, il n'y avait pas de structure pensée, de structure pour accueillir ces gens-là au bord de l'eau. Du coup, on a pensé aux caravanes. Et les premières caravanes ont été réalisées entièrement en ossature bois, posées sur 2 roues. Ça, c'est le début. Étant donné que cet exode-là a été massif, il a fallu ensuite penser à accueillir ces gens et l'on a créé des mobil-homes. Et les mobil-homes, qu'est-ce qu'un mobil-home? C'est ni plus ni moins une ossature de bois, un module transportable. Et qui dit transport dit route, et qui dit route dit code de la route. À partir de là, les modules ont une dimension de 6,50 m par 2,30 m qui respectait l'autorisation de transporter ces modules par rapport au code de la route. C'est incroyable cette histoire, Hervé, l'origine des choses. Oui, c'est incroyable, mais c'est surtout passionnant. Tout s'explique. Tout à fait. L'origine des choses. C'est vrai que c'est passionnant de comprendre comment naissent les idées et comment elles évoluent en fonction des contextes. La création est toujours un long processus qui mêle des influences multiples empruntées à différents horizons. Mais elle est aussi le fait d'inventeurs de génie qui rassemblent ces idées disparates et leur donnent sens dans une composition originale et innovante. Et pour ces modules en bois, l'apport de Jean Prouvé était indéniable, car il se situe au début de l'aventure, à la genèse même d'un mouvement qui conduira à l'invention de la maison en kit. Pourtant, Jean Prouvé n'est pas un architecte classique. C'est un ferronnier de métier qui crée en 1931 à Nancy un atelier de fabrication de mobilier en métal et en bois. Le succès est vite au rendez-vous, car ce qui caractérise le travail de Jean Prouvé, c'est un design pragmatique, avec des lignes pures et des procédés d'assemblage très simples qui réduisent fortement le coût de production. Jean Prouvé s'affirme alors comme un designer populaire et devient l'un des grands pourvoyeurs des mobiliers des collectivités françaises. Des générations entières ont ainsi posé leurs fesses sur les fameux bureaux d'écoliers biplace PP11 qu'il inventa en 1946. Sa réalisation la plus célèbre fut probablement la chaise Métropole 305 avec ses pattes arrière massives et dont le style fut maintes fois copié, inspirant des générations de designers à travers le monde. Jean Prouvé dessina également de nombreux meubles d'intérieur comme le lit Anthony et sa tablette escamotable de 1953. Mais dans ces années d'après-guerre, la crise du logement est terrible. Et Jean Prouvé se dit que ce qui est possible pour le mobilier devrait l'être aussi pour des architectures plus complexes. Dès 1945, à la demande de la municipalité de Nancy, il imagine et réalise des pavillons préfabriqués pour abriter les sinistrés de Lorraine. 450 pavillons sont ainsi construits, conçus comme une pièce principale s'articulant autour d'un foyer central qui sert à la fois de cuisinière et de chaudière. Le designer se meut en architecte. L'hiver 1954 est terrible dans la capitale, où les sans-abri s'entassent par milliers. Les pouvoirs publics sont submergés par la détresse. L'abbé Pierre prononce son célèbre discours appelant les Français à un élan solidaire et généreux pour venir en aide à ceux qui meurent de froid dans les rues de Paris. 300 tentes géantes sont installées à la va-vite. L'abbé Pierre fait alors appel à Jean Prouvé pour concevoir une maison bon marché, équivalente à un appartement normalisé de 50 mètres carrés, productible en série et dans des délais très brefs. Reprenant l'idée des pavillons de Nancy, Jean Prouvé met alors au point une structure préfabriquée, totalement novatrice, abritant en plus du foyer central une véritable salle de bain au cœur même de l'habitation.
Et pour prouver l'efficacité de sa création, il monte une maison témoin sur le quai Alexandre III en seulement 7 heures. Avec ce logement simple mais confortable qu'il nomme la maison des jours meilleurs, Jean Prouvé imagine détenir la solution la plus pragmatique pour venir en aide aux milliers de laissés pour compte de la Seconde Guerre mondiale. Ces pavillons constituent des logements individuels décents et même modernes. Très bon marché car facile à produire, à monter et à démonter. Ils peuvent être produits à grande échelle et être implantés un peu partout sur le territoire. Malheureusement, son projet n'obtiendra jamais l'homologation des autorités. Ces dernières préférant investir dans des bâtiments HLM en béton, considérés plus rentables et plus durables. De vastes programmes quinquennaux sont mis en œuvre pour la création d'ensembles démesurés. Les premières ZUP sortent de terre en 1958. Malgré l'échec de la commercialisation de son projet, Jean Prouvé consacre les années suivantes à moderniser le concept de maison préfabriquée. Il rêve toujours de démocratiser la maison individuelle en proposant des architectures à la fois confortables et bon marché. Associé à l'architecte André Sive, il poursuit la conception à Meudon de ce qu'il a nommé la Cité sans souci. 14 pavillons construits sur pilotis, avec une ossature légère et des lignes très épurées qui reprennent dans leur conception les principes de la construction en série de structures préfabriquées. Ces pavillons de Meudon font surtout écho au doux rêve d'une architecture accessible aux plus démunis. Une utopie chère à cet architecte humaniste qu'était Jean Prouvé. Hervé, quand on construit un module en bois, est-ce qu'il est usiné? Est-ce qu'il est assemblé sur place? Comment ça se passe? Alors, il existe en fait plusieurs méthodes d'assemblage de bois. Dans ce cas de figure, dans cet hôtel, nous avons pris le parti de tout fabriquer hors site. Tout fabriquer hors site, ça signifie, dès la phase conception, avoir un souci du détail. Donc, de tout dessiner au centimètre près, au millimètre près. Vous avez par exemple, dans ce cas de figure, puisque nous sommes sur cette terrasse-là, un souci vraiment de l'inclinaison du bois et du dessin du bois par rapport à l'évacuation de l'eau. Et si, à l'agence, nous n'avions pas dessiné ça au millimètre près, il n'y aurait pas eu ce détail de fabrication à l'usine. En fait, ça n'a rien à voir avec une conception classique, puisque le temps passé à dessiner pour nous, dans l'agence est vraiment énorme. On dessine tout, nous dessinons les acrotères, nous dessinons les appuis de fenêtres, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, tout ce qui constitue l'hôtel est dessiné au millimètre près. C'est vraiment très important. Imaginez que nos plans, en fait, vont servir à la fabrication de tout ça dans l'usine. À partir de là, si nous ne sommes pas, nous, très précis à la base, nous allons avoir des erreurs sur le chantier et on est là pour éviter les erreurs au maximum. Et il y a des fabriques en Corse? Alors, c'est une belle question, puisque nous avons la chance en Corse, à Aléria, d'avoir une fabrique ou une entreprise capable de réaliser des constructions en bois. Et cette entreprise-là a une particularité que j'apprécie moi beaucoup, c'est qu'elle est soucieuse de la traçabilité du bois. En fait, elle tient compte, si vous voulez, des séries qui sont labellisées. Labellisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont chercher leur bois dans des forêts éco-gérées. Et à partir de là, nous avons cette traçabilité qui est garantie, nous avons cette sécurité de qualité de bois, et finalement, qu'est-ce qu'une forêt éco-gérée? C'est une forêt qui tient compte en fonction de la coupe du bois, du cycle de vie du bois. Vous avez bien travaillé, Hervé, hein? Les Merci. détails sont incroyables. La structure de ces modules en bois est habillée de lattes formant des cloisons ajourées
en façade et en toiture. Ce sont des cloisons qui laissent passer la lumière en la filtrant pour des intérieurs chaleureux, à la fois lumineux et secrets. Dans le détail, on remarque que ces lattes sont toutes biseautées. La raison est simple, cela facilite l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie, mais cela permet également de renforcer l'intimité des lieux en reproduisant le vieux principe de la persienne, cet assemblage à claire-voie de lamelles inclinées qui, contrairement au volet véritable qui est toujours plein, arrête les rayons directs du soleil tout en laissant l'air circuler. Surtout, la persienne permet de voir vers l'extérieur tout en masquant la vue vers l'intérieur. D'un point de vue purement esthétique, ces lames de bois reprennent les lignes formées par les lattes du plancher, donnant ainsi un mouvement longitudinal à ces modules, en reliant les 3 espaces qui forment la chambre, le patio ouvert et la terrasse fermée. Elles renouent aussi avec le principe des créneaux, qui alternent le vide et le plein, mais positionnés cette fois-ci à l'horizontale et non à la verticale comme dans les édifices médiévaux. En me promenant sur ces terrasses, je songeais une nouvelle fois aux modules conçus par Jean Prouvé durant l'après-guerre. C'est vrai que ces structures préfabriquées n'ont pas connu le succès qu'il imaginait, mais elles survivent aujourd'hui dans bien des applications, à commencer par les fameux mobil-homes si prisés des Américains. Et dans ces modules de bois de cette résidence, on se sent un peu comme dans un mobil-home, confortable et douillet, c'est-à-dire dans un chez-soi indépendant où règne une atmosphère de vacances et de liberté si chère aux habitants du Nouveau Monde. D'ailleurs, il est historiquement avéré que les caravanes, fabriquées à partir des années 1950 pour le plaisir des vacanciers en quête d'évasion, s'inspirent en partie, dans leur conception, des travaux de Jean Prouvé. Les mobil-homes des Américains rendent également hommage aux modules transportables de l'architecte français, même si les structures d'aujourd'hui possèdent une technologie très poussée, sans égale avec les préfabriqués d'après-guerre. Si l'esprit de ces caravanes est différent, parce que l'effort est aujourd'hui centré sur leur aspect mobile et tractable, la production en série d'éléments préfabriqués et prête à être assemblée demeure le point de départ de leur conception. Et cela, on le doit à Jean Prouvé, de la même manière que l'on doit à Henry Ford d'avoir transformé nos modes de vie en inventant la construction automobile de série. Les modules qu'Hervé a bâtis pour cette résidence n'ont pas grand-chose de commun avec ceux imaginés par Jean Prouvé en son temps. Tout comme les voitures d'aujourd'hui diffèrent totalement de celles conçues par Henry Ford. Mais le génie de l'inventeur reste à jamais inscrit dans l'histoire. Les espaces communs de cette bâtisse sont sobrement décorés, à l'instar du reste de la maison et des parties privatives. On peut toutefois noter un soin très particulier apporté aux luminaires, dont la structure et la forme rappellent celles des modules de bois de l'étage supérieur. Cela est vrai pour les lustres de l'entrée, mais aussi pour les appliques qui ornent les murs de la pièce principale. Carrés et composés de petites lamelles, ils reproduisent fidèlement la structure en bois qui coiffe les terrasses et évoquent même les créneaux de la tour médiévale. On remarque aussi 2 grands luminaires ajourés signés Constance Guisset, qui étendent leur structure légère et enveloppante à travers l'espace, comme pour mieux définir des îlots d'intimité. Hervé, en ce qui concerne cet hôtel, vous avez fait des choix écologiques forts et importants.
Complètement. En fait, ça fait quelques années qu'au sein de l'agence, on a pris le parti de travailler avec cette notion importante d'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, dans chaque projet, on essaye d'être soucieux de l'environnement, soucieux de l'écologie. Et je vais prendre 2 exemples très importants dans cet hôtel. C'est que dès la phase conception, on avait prévu de positionner dans chaque terrasse un jacuzzi. En fait, on sait que le jacuzzi est consommateur d'eau. Et on n'a pas raisonné au sein de l'hôtel, on a raisonné dans la globalité du village. Et on s'est dit, nous allons implanter un hôtel à cet endroit, nous allons consommer de l'eau et nous allons enlever de l'eau aux habitants du village. Et c'est pour cette raison-là qu'on a fait marche arrière, avec l'accord de notre client. On a supprimé tous les jacuzzis du projet. Et le deuxième choix fort, important? Alors, le deuxième choix fort, il est toujours dans la même problématique de l'eau. On sait que d'ici une trentaine d'années, l'eau sera une denrée rare. Oui. Donc, on va utiliser l'eau de pluie comme ressource. On a pris le parti aussi de positionner une cuve de 16 000 litres enterrée dans le jardin pour pouvoir récupérer les eaux de pluie et les stocker dans cette cuve. De façon à ce que, à partir de cette eau stockée, on puisse alimenter le réseau d'arrosage pour que ça vienne compenser le manque d'eau pendant la période d'été, la période de sécheresse, qui dure assez longtemps quand même chez nous en Corse. Et est-ce que ça veut dire, Hervé, que vous pourriez refuser des projets de construction par conviction, par souci de préserver l'environnement dans lequel nous vivons? Oui, oui, tout à fait. On est actuellement confronté à ce problème-là sur un projet où on a eu le permis de construire, on a obtenu le permis de construire, et puis on s'aperçoit maintenant que l'impact dans le paysage n'est pas forcément idéal. On se pose la question, on est en train de discuter avec le client, est-ce qu'on va garder le projet, est-ce qu'on va le retirer? Ma position aujourd'hui est de retirer le projet. Elle est claire. Elle est claire. Pour revenir à cet hôtel, pour revenir Oui. au ressenti, on est probablement dans une région qui marie le mieux la mer, la montagne. On est aussi probablement dans une région où les éléments naturels sont les plus forts. Oui. Et pourtant, on se sent protégé, on se sent presque en force, on se sent dans un cocon. Complètement. Cette notion de cocon, en fait, on l'obtient grâce à l'histoire. Pourquoi grâce à l'histoire? Parce que n'oublions pas que la base de la conception de ce projet est issue d'un travail sur la tour carrée. Et finalement, quand on se trouve à l'intérieur de chaque chambre, on se trouve isolé par rapport aux autres chambres par justement le vide d'air. Et c'est cette force-là qui nous permet d'obtenir un esprit très zen, un esprit très convivial, très relaxant. Une intimité. Une intimité. Rudy Ricciotti avait dit qu'un projet architectural était réussi lorsqu'il racontait une histoire. Et c'est précisément ce qu'Hervé Ghirlanda était parvenu à accomplir, malgré toute la spécificité et les contraintes inhérentes aux architectures de résidences hôtelières. Il avait réussi à créer une structure totalement intégrée dans un paysage à la fois naturel et historique. Pourtant, le style de son bâtiment est très contemporain, mais il s'inscrit dans un discours qui n'auront pas le lien avec le passé et l'histoire patrimoniale de la région. Mieux encore, il propose une version modernisée des architectures médiévales de ce village insulaire, une lecture actualisée de ce qui faisait l'esthétisme des édifices militaires. Les temps ont changé et les besoins des populations ont évolué. Si l'architecture d'hier était pensée pour protéger les habitants des attaques et des guerres, celle d'aujourd'hui est davantage tournée vers le confort, la détente et l'intimité. Les créneaux des tours protégeaient jadis les soldats. Ceux reconstitués par Hervé préservent des ambiances, dessinant les parois de véritables petites bulles de grâce et de quiétude. C'est cette histoire qu'Hervé nous raconte à travers son architecture. Et je dois avouer en avoir ressenti toute la force, en me promenant dans ces ruelles médiévales de Taumine et en goûtant l'émotion qui s'en dégage. Tel un artiste, l'architecte a mis ses sentiments et ses ressentis au service de son inventivité, créant une véritable œuvre d'art, imprégnée d'un contexte et porteuse de sens.
Et c'est cela qui permet en définitive à cette résidence de se fondre dans ce paysage pourtant fortement identitaire. Et ce malgré le confort, la position dominante sur une crête et des lignes très contemporaines. Comme quoi, l'intégration paysagère ne repose pas forcément sur un principe de camouflage. Ce qui compte avant tout, c'est l'histoire que raconte le projet et sa manière de s'insérer dans un environnement naturel, culturel et social.